complexe qu'il va falloir aller chercher. Et du coup, l'idée, c'est qu'ensuite, 4 ou 5 groupes, chacun s'occupe d'une phase. Ou d'une thématique, là, je ne sais pas. La cité fleurie, donc c'est un ensemble de logements sociaux qui est fait de petites maisons les unes à côté des autres. Alors il y a des grandes verrières bien sûr, mais quand on regarde la forme de manière plus globale, on voit qu'il s'agit plutôt de maisons mitoyennes. Et à l'époque, c'est la typologie du logement social, du logement ouvrier, des maisons ouvrières, mais cette fois-là à destination des artistes. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les artistes à Paris n'étaient pas tous des artistes maudits, et la plupart des grands artistes habitaient des hôtels particuliers et pas du tout dans cette configuration. Et donc ici, c'est presque le mélange donc, entre la maison ouvrière et la cité jardin. Et ce qui est très étonnant, donc vous avez deux rangées qui se font face, au milieu un jardin et puis à chaque extrémité un chalet, comme on en faisait notamment pour le logement social dans ces années-là. Et ça, c'est quand même, je pense, une particularité. Alors aujourd'hui, elle a la caractéristique d'être envahie par la végétation. Et donc aujourd'hui, il fait très beau. Et c'est vrai que vivre au centre de Paris, dans une ambiance paysagère aussi riche, eh bien, ça en fait quelque chose de tout à fait particulier. Il faut savoir quand même, dans le milieu du patrimoine, il y a beaucoup de controverses. Ça fait partie du champ patrimonial. Et là, on a un très bel exemple de controverse dans toute sa splendeur. Donc, je vais essayer de vous la résumer en quelques dates jalons, parce que la controverse, elle dure plus d'une dizaine d'années. Donc, voilà. Mais en 1970, la cité fleurie est rachetée, et il y a un dépôt de permis de construire, un premier dépôt de permis de construire, pour la construction de 3 bâtiments à R+1 et un bâtiment à R+10, donc qui implique la démolition complète de la cité fleurie. Ce permis de construire, il est délivré en 1971 avec accord de l'ABF compétent. En parallèle, les habitants se mobilisent, se constituent en association, organisent différentes manifestations. Alors on est dans l'après 68 aussi. Et moi, ce que j'ai compris en lisant beaucoup d'articles, dont les articles du Monde, on a à disposition, M. Garcia nous a fourni, c'est qu'en fait, on est dans l'après 68 et que la lutte pour la défense de la cité fleurie, d'une certaine façon, elle va symboliser les crispations contre une certaine forme d'urbanisme. Donc on est au moment du tournant de la critique de l'urbanisme, des grands ensembles, etc. Non, vraiment, l'objectif du workshop pour les étudiants du DSA, c'est de tester, de s'approprier et de tester la méthodologie d'intervention dans un cadre bâti existant, à plus forte raison quand il a une protection patrimoniale. Donc ça, c'est vraiment l'objet du workshop, avant même de présenter des pistes de projet. Ce qui fait l'intérêt de la cité fleurie, donc j'ai dit, c'est qu'elle superpose en fait 3 problématiques. Donc l'inscription au monument historique, le fait que ce soit du logement social et occupé par des artistes. Et donc pour ça, en fait, ce qu'on essaie de mettre au point dans le cadre du DSA Paris-Belleville, c'est une méthode globale qui prenne en compte à la fois les caractéristiques du bâti existant, ses valeurs architecturales, patrimoniales, les enjeux de rénovation énergétique, et aussi les enjeux d'habitabilité. Donc on a aussi une petite introduction aux pratiques de concertation qui sont fondamentales dans le cadre d'intervention dans des logements notamment. Il y a un projet, une idée d'architecture. Il y a ce qui a été fait qui n'a plus grand chose à voir. Et en plus dans le projet, les faux pignons, on va dire. Ça c'est côté rue, ça non? Les faux pignons, ils n'ont pas la même écriture. Ce qu'on dit, c'est que ces dessins-là, ils se retrouvent qu'une seule fois ici. Et dans le projet, les pignons. Donc il est question ici d'aborder le projet par le dessin. Parce que le dessin, et on nous l'apprend assez rapidement quand on aborde le projet dans cette formation, le dessin permet de rendre visibles des choses qui ne sont pas forcément dans d'autres documents graphiques. Donc l'idée, c'est de percevoir les techniques de construction, la végétalisation ambiante. Là, on se trouve dans la cour intérieure de cette cité. L'idée, c'est de pouvoir aborder ces thèmes par le dessin et par différentes techniques graphiques.
Je m'appelle Bernardo Garcia, je suis ce qu'on appelle un directeur de programme de réhabilitation chez Séquence. En gros, en France, 55% des gens sont propriétaires de leur logement. Les autres 45% sont locataires et parmi ces locataires, en gros, un tiers sont dans le logement social. Ça représente en gros 17% du logement en France. Lorsqu'on s'attaque à une réhabilitation d'un bâtiment inscrit, il y a d'une part le cadre que nous impose ce classement, donc qu'il soit inscrit ou un classement monument historique. Donc il y a une contrainte réglementaire de ce qu'on peut faire, donc qui peut être aussi un effet bénéfique d'avoir cette contrainte-là, de ne pas pouvoir faire n'importe quoi sur un bâtiment. Mais donc confronté à ces contraintes-là, typiquement patrimoniales, avec nos objectifs d'amélioration de l'étiquette énergétique et de l'amélioration de la qualité de vie de nos locataires, il faut être en mesure de réaliser cette contradiction, de comment réhabiliter au mieux, tout en restant dans un budget maîtrisé. Dans les écoles d'architecture, d'une manière générale, on parle souvent de patrimoine en évitant le sujet de la protection monument historique. Parce que de fait, ça fait peur. Ça fait peur non seulement aux usagers, je dirais, aux propriétaires, et puis ça fait peur même aux architectes. Bon, on est dans un cadre juridique relativement limité, mais ce qui pour la pédagogie me paraît tout à fait intéressant parce que les étudiants se confrontent d'une part à la réalité, c'est vrai, mais aussi sont obligés de réfléchir sans doute différemment parce que justement ce cadre juridique les contraint. Entre classé et inscrit, je pense qu'il n'y a pas de différence en réalité à partir du moment où un bâtiment est protégé au titre des monuments historiques. Il est important de réussir à identifier vraiment ce que l'on souhaite conserver, ce qui est demandé conserver par l'État. Ici, on est dans un cas un peu particulier parce qu'en fait, on n'a que la façade et la toiture qui sont protégées, le sol extérieur aussi, mais les intérieurs ne le sont pas, ce qui a amené à plein de modifications au cours du temps. Et donc aujourd'hui se pose vraiment la question de est-ce qu'on va revenir à un état ancien et démolir ce que les gens ont fait? Est-ce qu'on va conserver ce qui a été fait et adapter finalement notre intervention à chaque bâtiment? C'est plutôt sur ces questions-là en fait que la problématique va se poser pour le projet, je pense. Parcelles en lanière qui viennent finalement expliquer la forme à Paris et du projet d'implanter un programme Qui finalement vise à en fait, excentrer de la capitale tous les... Je vais vous parler plutôt du système constructif de la cité fleurie, plus particulièrement donc, du système pan de bois. Donc la partie la plus ancienne de la cité est en vrai pan de bois et la deuxième partie plus tardive est en faux pan de bois mais imité donc en plâtre comme on a pu l'entendre précédemment. Ce qui s'explique notamment par le fait que la cité fleurie donc, elle a une armature en pan de bois qui est strictement orthogonale et si la structure était porteuse, on aurait forcément des pièces obliques pour contreventer la structure. En termes de mise en œuvre du pan de bois, c'est ces fermes débordantes qui vont être déclinées de deux manières. Donc une qui va se retrouver sur les plus grands volumes, enfin sur les façades principales de la cité, et d'autres qui vont matérialiser les appentis sous lesquels notamment on retrouvait usuellement les sanitaires. Donc cette réflexion sur un patrimoine inscrit, de savoir qu'est-ce qu'on garde de ce patrimoine et pourquoi on le garde, c'est sans doute une réflexion qu'il faudrait mener sur l'ensemble de notre patrimoine, quel qu'il soit du début du siècle, du XXe siècle ou du XXIe siècle ou des années 80. Enfin, c'est sans doute important d'aller questionner ce sujet-là, de qu'est-ce qu'on garde et pourquoi on le garde.